Bien, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi, dans ce lieu magnifique. Et nous allons parler, c'est pas une grande surprise, d'intelligence artificielle. Donc je suis chercheur en IA depuis de très nombreuses années. En fait, tel que vous me voyez, j'ai l'âge de la discipline. Heureusement, c'est une discipline relativement jeune, comme on va le voir. À côté de mes recherches, donc j'écris beaucoup, hein, ça a été donné, à la fois des essais et des livres beaucoup plus techniques sur l'IA, mais également je m'intéresse à l'autre facette, ce qui me vaut le plaisir d'être parmi vous cet après-midi, c'est tout le volant imaginaire. Et donc je suis parti dans un projet au long cours d'une anthologie sur les grands textes qui ont abouti finalement à l'IA et à la robotique. Je ne vais pas tous vous les citer. Et donc, évidemment, on va reparler de Frankenstein, mais et d'éditer ou de traduire des textes qui n'existaient pas en français jusqu'à présent, comme par exemple Métropolis, hein, une des premières apparitions du robot au cinéma, hein, qui a façonné complètement notre vision des robots. Cette Futura, hein, cette femme fatale robotique, eh bien, le texte, le roman de Théa von Arbou, donc la compagne à l'époque de Fritz Lang, n'avait pas été traduit en français, donc je me suis senti obligé. Voilà, donc c'est un roman très très beau. Donc je fais des recherches en fait actuellement sur la créativité des émotions, donc on est bien dans le sujet. Mon avant-dernier projet, c'est, vous pourrez googliser ça, c'est la Living Joconde, Living Mona Lisa. Donc c'était un projet pictural, hein, d'animer, de rendre vivante la Joconde. Et puis depuis un an, je travaille sur un projet d'intelligence artificielle et de musique électronique. Donc là, on pourra en parler si ça vous intéresse ensuite. Mais c'est pas tout à fait ce dont je vais vous parler maintenant. On va parler plutôt d'IA. Et effectivement, comme toutes les technologies un peu disruptives, ça emmène avec elles tout un tas de fantasmes et aussi de peurs. Les deux peurs les plus importantes en IA, avec l'IA aujourd'hui, c'est d'une part la fin de l'humanité, hein, comme ça a été pointé par Stephen Hawking. Hein. Attention, l'IA pourrait être la fin annoncée de l'humanité. Ou alors une autre menace plus... moins grave, quoique, c'est effectivement ce gain de productivité dans les entreprises ferait en sorte que finalement on n'aurait plus de boulot. Hein. Et il y en a déjà moins, donc l'IA réduirait encore cette possibilité. Donc on va voir un peu d'où ça vient tout ça. Ça vient en fait eh bien, de ce mélange, de cette IA fantasmée, hein, qui est lié en fait à notre perception dans la culture populaire de l'intelligence artificielle et des robots. Donc la première apparition d'une IA sur les grands écrans, c'est Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, et ce fameux ordinateur. Hein, donc je ne vous spoilerai pas l'histoire, mais en fait, il va se passer des choses assez désagréables pour l'équipage, et cet ordinateur qui finalement, dans le film, au bout du compte, eh bien, a presque plus d'émotion que le reste de l'équipage. Et donc, d'emblée, on s'aperçoit que dans la très grande majorité des représentations, en fait, elle est relativement négative. Alors d'une part parce que dans ces films à grand spectacle, dans ces romans, il faut un côté spectaculaire, il faut un côté dramatique, sinon il n'y a pas d'histoire. Hein. Si tout se passe bien et que personne ne meurt dans l'atroce souffrance, eh bien on s'ennuie un petit peu. Donc là, c'est déjà un point. Une autre IA, je ne vais pas tous vous les énumérer, c'est Skynet dans Terminator, qui a fait date également, hein, beaucoup plus récemment dans l'histoire. Et là encore une fois, il est question de la révolte des machines, et finalement des machines qui décident d'annihiler le genre humain sur la planète. On retrouve évidemment dans les racines de tout ça le 19e siècle. Hein, beaucoup de nouvelles à cette époque-là. Le romantisme gothique du 19e va marquer les esprits en ce qui concerne notre représentation de l'imaginaire et autour des créatures artificielles et de l'intelligence artificielle. Évidemment, Frankenstein, Mary Shelley, il y a un petit peu plus de 2 siècles, hein, puisque le roman a été publié en 1818, on est en 19, donc on a fêté le bicentenaire l'année dernière. Alors pourquoi est-ce qu'en Occident, on est toujours un petit peu dans cette histoire de mélodrame autour
et finalement de punition dès qu'on parle de créatures artificielles d'une manière générale. Eh bien, parce que dans toutes les grandes religions du bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui est interdit. Hein. C'est une transgression. Seul Dieu a la capacité de donner la vie. Et donc, si nous, humains, on transgresse par fascination pour donner la vie, eh bien, ça se finit généralement dans le sang et les larmes, dans le malheur. Donc, le format classique de l'histoire en Occident, très souvent, c'est un savant fou ou quelqu'un qui maîtrise un art ou une technologie, qui décide de donner la vie à une créature en partant de matière inerte. Hein. Dans Frankenstein, on prend des bouts de corps et puis on les assemble pour donner le vivant. Le golem, c'est de la glaise qui est façonnée. On retrouve là des mythes très anciens. Hein. Ça fait évidemment penser à Adam et Ève. Mais l'homme ne peut pas donner la vie, donc il y a forcément une action surnaturelle. Donc dans beaucoup d'histoires grecques, eh bien, ce sont les dieux qui vont intervenir. Par exemple, dans Pygmalion, eh bien, c'est Aphrodite qui vient donner la vie à la statue d'ivoire qu'a conçue Pygmalion. Dans Frankenstein, on est au 19e siècle, c'est l'électricité qui est la grande nouveauté et ses applications. Et donc, on voit le tonnerre, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez du film de James Wells, hein, qui vient donner la vie finalement à la créature. Mais comme on est dans la transgression des dictats divins, eh bien, généralement, ça se finit par un retournement de situation et la créature va perdre le contrôle et elle va commencer évidemment à y avoir des morts, si on peut dire. Là, je vous ai mis le deuxième commandement du décalogue, hein, qui dit clairement, hein, dans les 10 commandements passés à Moïse, tu ne créeras pas ici-bas une créature vivante. En gros, ça, tu as le droit de le faire, évidemment, par les moyens qu'on t'a donnés, mais certainement pas de toi-même. Alors évidemment, depuis Frankenstein, les représentations ont beaucoup évolué. Je vous en donnerai que deux exemples, parce qu'ils sont en rapport avec un des mythes les plus importants qu'on a évoqué un tout petit peu juste avant. Ici, c'est Ava, dans un film qui s'appelle Ex Machina. Et j'ai choisi cette image parce que on met en avant d'ailleurs son côté intelligence artificielle plus que son côté robotique, parce qu'il y a une étrange ressemblance avec Sophia, dont on a parlé, et qui utilise en fait l'image de Ex Machina pour arriver à faire un buzz planétaire. Alors, pratiquement tous les scientifiques en IA sont d'accord, Sophia est un fake. Hein. C'est absolument pas du niveau que c'est de la manière dont c'est présenté. Une autre représentation, c'est par exemple ce pauvre Johnny Depp, hein, dans un film qui n'est pas un très bon film, qui s'appelle Transcendance, mais qui a pour... et je l'ai choisi également parce qu'en fait, il aborde le plus grand mythe, finalement, moderne de l'intelligence artificielle, qui est la singularité technologique. Et donc, c'est une des thèses favorites du courant transhumaniste, et qui pourrait nous conduire rapidement à l'émergence d'une superintelligence et nous sauver, nous débarrasser de ce corps qu'on traîne depuis des siècles, et finalement, pourquoi pas, nous rendre immortels. C'est le sujet du livre que vous avez sous les yeux. Et donc, comment nous rendre immortels? En nous débarrassant de ce corps, en nous téléchargeant dans une machine. Donc d'où vient ce mythe? Eh bien, il a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est actuellement à la recherche chez Google, et qui, donc c'est un ancien du MIT, qui a fait fortune sur avec plusieurs innovations, et qui en 2005 publie The Singularity is Near. Et ça veut dire la singularité est proche. Vous connaissez cette théorie, on va la revoir très brièvement ensemble. En fait, elle n'est pas de lui, cette théorie. Déjà, Feynman, donc un des pères fondateurs de la structure de l'ordinateur moderne pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de discussions avec Richard Feynman, abordait déjà cette idée du progrès technologique qui s'accélérait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée de singularité technologique? C'est une idée assez séduisante et simple au départ. C'est l'intelligence nous permet de créer la technologie, et la technologie, en retour, augmente notre intelligence. Et comme ça se passe de façon
ça accélère d'une certaine manière, eh bien, on pourrait aboutir à des systèmes qui sont de plus en plus intelligents rapidement, jusqu'à l'avènement en 2045, grosso modo, hein, après 2040, les dates varient selon les versions, à l'émergence d'une super intelligence, une espèce de divinité, dont l'intelligence dépasserait tout ce qu'on peut imaginer, et à partir de là, elle serait capable de s'améliorer elle-même, et ce serait la dernière invention, selon les transhumanistes, qu'on aurait besoin de réaliser. Elle résoudrait tous nos problèmes. Alors ça, c'est la version optimiste de Kurzweil. Évidemment, sur cette même idée, cette même réflexion, Stephen Hawking, c'est pour ça qu'il a dit, attention, non, peut-être qu'elle ne va pas être complètement notre copine et qu'elle aura envie finalement de nous supprimer parce qu'elle trouvera que sur la planète, on est plutôt un virus qu'un bienfait, et donc voilà, elle pourrait être tout à fait opposée à nous. Alors, quelle est la... Parce que Kurzweil, dans sa théorie, il ne fait pas juste énoncer ça, il essaye de le démontrer d'une façon scientifique, je dirais pseudo-scientifique. Son principal argument repose en fait sur la loi de Moore, qui est une loi empirique qui a été formulée qu'un monsieur qui s'appelle Gordon Moore dans les années 70 et qui est le fondateur d'Intel. Vous savez, c'est une société qui a... Aujourd'hui, tous nos ordinateurs ont un processeur qui hérite plus ou moins directement des travaux d'Intel, qui a réalisé en particulier le premier microprocesseur dans les années 70. Et donc, ce monsieur, en fabriquant ces microprocesseurs, remarque que tous les 2 ans, finalement, on augmente leur puissance, on multiplie leur puissance par 2. Et il trouve ça plutôt sympathique parce que ça permet d'avoir des machines qui sont de plus en plus rapides. Et ça va devenir un petit peu, d'ailleurs, à contrario, l'objectif de l'industrie des microprocesseurs. C'est doubler la puissance tous les 2 ans. Hein. Donc d'une constatation, à un moment donné, c'est devenu un objectif. Et ce que fait Kurzweil, en fait, il reprend le début de cette loi de Moore et il la place sur une courbe avec la puissance de calcul, et il compare ça avec celle je dirais, de l'intelligence biologique. Et il poursuit la courbe, donc en fait il prolonge cette courbe, et il obtient assez facilement, en prolongeant cette courbe, une jolie exponentielle qui s'envole vers l'infini et l'au-delà. Et très rapidement, on s'aperçoit que si on suit cette courbe, eh bien, on dépasse l'insecte aux alentours des années 2000, et puis on dépasse la souris, on dépasse l'humain, et puis aux alentours de 2040, eh bien, là, on obtient une intelligence qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, on est beaucoup de scientifiques à absolument ne pas être d'accord avec ça. C'est une jolie expérience de pensée, mais en fait, en tout cas personnellement, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme Planck, hein, la théorie quantique, il y a plein de choses qui peuvent se passer en théorie, mais en pratique, hein, les probabilités font que ça ne va jamais arriver. C'est le verre qui tombe, qui se casse, et puis il pourrait se reformer, etc. Non, ça n'arrivera pas. Hein. Si un jour vous le voyez, prévenez-nous. On va faire un article tout de suite, parce que c'est vraiment important. Ben, la singularité technologique, c'est un petit peu la même chose. Ça n'arrivera. C'est une jolie expérience de pensée intellectuelle, mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Il y a plein de raisons à cela. Alors pourquoi ça s'appelle la singularité déjà? Parce que vous devez vous poser la question. Eh bien, c'est en rapport justement avec l'analogie des trous noirs. Les trous noirs, vous savez, plus on se rapproche, il y a un horizon, et si on passe cet horizon, eh bien, on tombe dans le trou. Et la lumière même plus ne peut plus s'en échapper, donc on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc on ne sait plus ce qui se passe. C'est la même idée avec cette super IA, c'est pour ça qu'on l'appelait la singularité technologique. Une fois son avènement arrivé, on ne sait plus trop prédire ce qui se passerait derrière. Hein, d'où cette métaphore. Donc les raisons pour lesquelles, je vais vous donner quelques raisons rapidement pour lesquelles ça risque de ne pas arriver. Ça, c'est à peu près sûr que ça n'arrivera pas. Premièrement, la loi de Moore n'est plus vraie depuis à peu près la moitié des années 2000. Donc c'est déjà un écueil dans ce raisonnement. Alors on continue à essayer de faire des machines qui sont de plus en plus performantes, mais elle n'est plus vraie. En tout cas, la loi de Moore telle que l'a formulée Gordon Moore, c'est-à-dire être capable de faire un microprocesseur qui, tous les 2 ans, fonctionne 2 fois plus vite en fait, et 2 fois plus performant. On y arrive un petit peu, on arrive à maintenir une certaine cadence, mais plus la même, en multipliant les cœurs. C'est-à-dire les processeurs vont moins vite,
Déjà, ça consomme moins. Et en plus, et on met plusieurs cœurs pour gagner encore un petit peu de performance. Le second argument, donc déjà ça prend un coup. Mais un autre argument important est celui de la puissance de calcul. La puissance de calcul n'est pas l'intelligence. Certes, c'est important d'avoir de la puissance de calcul, mais ce n'est pas de l'intelligence. Hein, il ne faut pas confondre les deux. Si j'écris un algorithme stupide, le faire tourner sur un superordinateur ne le rendra pas plus intelligent, il sera juste stupide plus vite. Enfin, il y a plein d'autres raisons qui font que ça ne fonctionne pas. En particulier, une, c'est l'acceptation sociale. L'autre, c'est aussi le fait que cette courbe exponentielle qui monte vers l'infini est un petit peu théorique et indépendante des ressources. Si on a une puissance infinie, ça veut dire qu'il faut de l'énergie infinie. On sait tous que non, l'énergie n'est pas infinie. Donc en pratique, la singularité n'arrivera pas. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ils vont chercher la lumière, mais ils s'arrêtent à quelques dizaines de mètres et ils ne vont pas plus haut pour plein de raisons. Et ça sera pareil avec l'intelligence artificielle. Hein. On arrivera à faire des progrès, mais il y a peu de chances qu'on atteigne cette singularité technologique. L'IA, on va maintenant aborder la partie qu'est-ce que c'est que l'IA en fait aujourd'hui, quelle est un petit peu son histoire très rapidement. À qui on la doit? Eh bien, le père fondateur, en tout cas des idées initialement, c'est Alan Turing, dont vous avez forcément entendu parler. Hein. C'est avec John Feynman, le père de l'ordinateur moderne. Et Alan Turing travaille pendant la Seconde Guerre mondiale eh bien, au décryptage des codes Enigma. Je vous conseille le film Imitation Game, hein, qui raconte sa vie. Et il publie... déjà une formalisation de l'ordinateur, qu'on va appeler la machine universelle de Turing, d'un point de vue abstrait. Et puis, il poursuit ce raisonnement, si on peut donner à l'ordinateur une simulation, finalement, un programme que ça peut simuler tout ce qu'on lui donne à faire, eh bien, pourquoi pas simuler l'intelligence humaine. Et en 1950, il publie un article qui marque le départ de l'intelligence artificielle, en tout cas cette réflexion, il démarre son article en disant « Une machine peut-elle penser ?» Et ensuite, il va prendre cette question-là, au début de son article, et il va la décomposer en un certain nombre de problématiques à résoudre pour arriver finalement à cet objectif. Donc Alan Turing décède en 1954 dans des circonstances tragiques que vous êtes peut-être au courant. Il était homosexuel, il va subir une castration chimique hein, à cause de ça, il va se suicider. Et donc on va le retrouver un matin allongé à côté de son lit avec une pomme croquée avec du cyanure. Voilà, parce que c'était un grand fan, c'était son conte préféré, Blanche-Neige. Ça vous rappelle évidemment un logo célèbre hein, d'une grande compagnie. Et donc, il ne verra pas en fait l'avènement de l'IA qui va être créé finalement 2 ans plus tard, en 1956, lors d'une conférence, enfin d'un workshop au Dartmouth College aux États-Unis par une bande d'Olibrius qui décide de mettre un peu les pieds dans le plat et de lancer ce thème qu'ils font financer par des banquiers assez célèbres. Je ne citerai pas. Et voilà, l'intelligence artificielle est née pendant cet été 1956. Et d'emblée, c'est là où apparaît le terme, hein, en 1955. John McCarthy, qui fait partie invente le terme. Il y a d'autres personnalités comme Marvin Minsky, qui va être vraiment le leader charismatique de l'IA pendant de très très nombreuses années. Il est décédé que très récemment. Et Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, est présent également. Et donc, oui, c'est volontairement provocateur. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la grande discipline, c'est la cybernétique. Hein, la cybernétique où on va étudier finalement le fonctionnement des systèmes naturels et artificiels. On va théoriser la notion de feedback. Les premiers robots vont naître dans cette discipline qui est vraiment Et on va continuer à utiliser ce terme. Hein, cyberespace, ça vient de cybernétique, ça vient de toute cette envolée à cette époque-là. Et donc, c'est volontairement provocateur. Qu'est-ce qui est provocateur? Déjà, les termes. Et ensuite, cette équipe-là dit non, nous, on ne s'intéresse pas à la manière dont fonctionne le cerveau, ça ne nous intéresse pas du tout. On va plutôt simuler les raisonnements du cerveau, simuler logiquement les raisonnements du cerveau.
Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent à partir de là, beaucoup de buzz, hein. Et un des plus connus, c'est évidemment, dans cette période-là, des prédictions fantasmatiques. La plus célèbre, c'est celle d'Herbert Simon, qui en 57 prédit que dans 10 ans, donc on est en 57, 10 ans plus tard, eh bien, une machine, un ordinateur, battra le champion du monde d'échecs. Alors il deviendra prix Nobel d'économie au passage, pas pour ça d'ailleurs, pas pour cette prédiction, hein. Donc quelques années plus tard, donc pas 10 ans après, 30 ans après, et bien, seulement, je dirais, entre guillemets, eh bien Kasparov est aplati par Deep Blue, hein, un programme qui marche beaucoup par la puissance de calcul, hein, qui évalue tous les cas possibles sur l'échiquier. Kasparov va le prendre très mal, hein, donc c'est un mauvais joueur, il va renverser l'échiquier, il va dire que ça on a triché, donc il est colérique, petit père Kasparov. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en fait l'histoire de l'IA, elle n'est pas linéaire, c'est une suite d'étés et d'hiver. Le premier été, c'est la création dans les années 50. Ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça, et pendant de très nombreuses années, toutes les années 60, eh bien, ce sont les vaches maigres, hein. Et il faut attendre la fin des années 70 pour une nouvelle embellie qui va durer toutes les années 80 avec l'avènement des systèmes experts. Donc les systèmes experts sont inventés à Stanford à la fin des années 70. Donc l'idée, c'est de prendre l'expertise d'un humain et de la coder sous la forme d'un ensemble de règles. Et puis ensuite de faire dérouler ces règles, hein. Si je vois tel symptôme, eh bien j'en déduis telle conclusion. Et à partir de ces nouvelles conclusions, j'en déduis un raisonnement qui va aboutir à un diagnostic. D'ailleurs, le système expert le plus célèbre à cette époque-là, c'est Mycin, hein, qui diagnostique des maladies bactériennes du sang, et avec pas mal de succès. À la fin des années, je dirais, 80, eh bien, on s'aperçoit que concevoir un système expert, c'est très compliqué. En fait, pour des systèmes relativement, des applications réalistes, il faut plusieurs milliers de règles, et mettre à jour des milliers de règles, c'est absolument un enfer, hein. C'est un espèce de plat de spaghettis immonde. Dès qu'on rajoute une nouvelle règle, eh bien, elle contredit beaucoup d'autres règles, et donc ça coûte cher à développer, et on n'y arrive pas. À cette époque-là, je travaillais sur un projet de voiture autonome avec un constructeur français connu dans un cadre de projet européen, et on n'en est pas sorti, hein. D'essayer de modéliser un conducteur parisien, qui plus est, avec des règles, eh bien, on ne s'en sort pas. Parce que le conducteur, c'est un phénomène extrêmement complexe. On n'arrive pas à le modéliser correctement avec des règles. Et donc, on va retourner dans une période de vache maigre, hein. Le soufflet est retombé. Et il faut attendre, en fait, le milieu des années 2010, hein, il y a quelques années seulement, pour que d'un seul coup, on se remette à reparler de l'IA, et cette fois-ci d'une façon encore plus fantasmatique qu'auparavant. Il y a des soubresauts auparavant que je vais évoquer très, très rapidement. Watson, donc le projet qui a succédé à Deep Blue, hein, qui a pour but de gagner à Jeopardy et qui gagnera en 2011 devant les meilleurs joueurs de Jeopardy. Donc Jeopardy, c'est question pour un champion, hein. On appuie sur un buzzer, les questions sont en langage naturel et puis il faut répondre. Donc c'est effectivement plus marquant à la limite que les échecs pour le grand public, puisque là, c'est de la culture générale. L'année d'après, un autre fait marquant, donc un deuxième soubresaut, c'est Google X, donc un des laboratoires de recherche de Google, qui publie un truc qui paraît à l'époque fantasmatique, c'est-à-dire on peut reconnaître un chat sur une vidéo YouTube. Vous allez me dire, ok, les chats sur Facebook, c'est très important. Dès qu'on en met un, on a plein de j'aime. Mais en dehors de ça, quel est l'intérêt ? Si, il y a un intérêt, parce que si on est capable de reconnaître un chat, ça veut dire qu'on est à peu près arcanade de ce qu'on veut dans une image. Et donc, les applications derrière sont très importantes en sécurité, en santé, etc., dans tous les domaines. Mais le climax de cette affaire, c'est 2016. 2016, c'est la victoire d'AlphaGo, un programme développé par une société qui s'appelle DeepMind en Angleterre et qui a été acquis par Google, encore une fois. Et là, on voit le pauvre Lee Sedol, un des grands maîtres du Go, qui se fait aplatir littéralement, là, il n'y a pas photo, par AlphaGo. Un programme basé sur des réseaux de neurones, comme on va le voir. Et d'ailleurs, en l'occurrence, Lee Sedol le prendra beaucoup mieux. Il dira, ok, ce sont des outils qui vont nous permettre de progresser dans le domaine du Go.
Donc c'est beaucoup plus sympa le Disseddle. Alors quelle est la technologie qui est derrière? Eh bien, celle des réseaux de neurones artificiels. Alors ce n'est pas une technologie récente, hein, puisque le premier modèle de neurones artificiels, il a été publié en 1943 par des neurophysiologistes, McCulloch et Pitts, hein, qui décident. Donc en 1943, on est en plein dans l'époque de la découverte de la puissance de la logique booléenne pour faire des calculateurs, pour faire des ordinateurs, ce qui viendront des ordinateurs après dans les années 50. Et l'idée de McCulloch et Pitts, c'est bien, au lieu de prendre des opérateurs booléens, des opérateurs et logiques ou logiques, non, etc., si on avait un opérateur qui s'inspirait des neurones du cerveau, peut-être qu'on pourrait faire des machines qui seraient aussi performantes, voire plus performantes finalement, qu'avec la logique booléenne. Et donc, ils vont proposer le premier modèle de neurone artificiel que voici. D'ailleurs, comme vous voyez, c'est bien avant l'avènement de l'IA. Et les réseaux neurones vont rester très longtemps en fait, l'apanage de ce courant cybernétique hein, qui est en fait assez opposé à celui de l'intelligence artificielle au départ. C'est à noter parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'IA qui a récupéré ce truc qui n'est pas né dans son giron au départ. Donc, comment ça fonctionne? Alors, je vous rassure, on va être très simple. Hein. Vous voyez que c'est un opérateur relativement simple. Vous avez des entrées qui, à cette époque-là, sont binaires, des 0 ou des 1. Devant chaque entrée, donc ça simule les connexions synaptiques des neurones, on met un coefficient et qui multiplie simplement, hein, qui pondère l'entrée du neurone. Donc si j'ai un 1 et que j'ai un 0 en coefficient, il n'y a rien derrière. Si j'ai 0,5, ça le divise par 2, etc. etc. Derrière, on additionne. Donc on multiplie et on additionne l'ensemble des résultats. Donc c'est linéaire, c'est extrêmement simple, on appelle ça une somme pondérée. Jusque-là, ça reste très simple. Et pour avoir une machine non linéaire, eh bien, on va rajouter un opérateur extrêmement simple qui est un seuil. C'est-à-dire, si cette somme elle est supérieure à un seuil, eh bien, le neurone envoie un 1, il s'allume, et s'il est en dessous de ce seuil, eh bien, il envoie un 0. L'intuition de McCulloch et Pitts, c'est qu'en mettant un certain nombre de ces petits automates élémentaires, eh bien, on va obtenir une machine qui a la puissance de calcul universelle, un peu comme la machine de Turing. Et effectivement, il le démontre. Il le démontre comment? En prenant plusieurs de ces petits automates et en recréant en fait les opérateurs booléens. Hein, et ils vont effectivement démontrer ça. Quelques années plus tard, en 1958, Frank Rosenblatt au MIT publie le premier réseau de neurones artificiels, inspiré par le cortex visuel, le nom m'échappe, de la mouche, hein, la rétine, et donc quelques couches de neurones d'une façon extrêmement régulière, c'est-à-dire on a une couche de neurones d'entrée, une couche interne, une couche de sortie. Ils envisagent même 100 couches internes, parce qu'à cette époque-là, les ordinateurs ne permettent pas de faire grand-chose. Et comme on a ces petits coefficients dans l'automate, eh bien on relie tout. Hein, tous les neurones d'une couche sont reliés à la couche précédente. Donc c'est pratique, si on veut qu'il n'y ait pas de connexion, on met le truc à 0, et puis voilà, ça marche. Et il démontre finalement que ça a la puissance théorique de la machine universelle de Turing. Si on peut faire les mêmes calculs, en fait, toutes les fonctions calculables peuvent être réalisées avec une machine de ce type-là. Donc c'est potentiellement aussi puissant qu'un ordinateur. Maintenant, ils ont une autre intuition, c'est que non seulement c'est aussi puissant, mais en plus, ça pourrait apprendre. Hein, on ne serait pas obligé de les programmer, mais on pourrait leur apprendre des choses. Et c'est là que les Athéniens s'éteignirent un petit peu, puisque si l'idée est bonne, ça marche très bien sur des petits algorithmes, sur des petites applications, mais très vite, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. Et qu'on ne trouve pas de méthode, finalement, d'algorithme pour entraîner ces réseaux de neurones, même très simples. D'ailleurs, en 1969, Marvin Minsky, qui est à l'époque au MIT, publie un ouvrage qui va mettre fin quasiment à une grande partie de la recherche sur les réseaux de neurones. En publiant ce bouquin, il dit en gros, ça n'a aucun avenir. On n'y arrivera pas, ça n'a aucun avenir. Alors, il faut attendre 1985-1986 pour sortir de cette ornière. Deux chercheurs quasi simultanément découvrent ça. En France, c'est Yann Lequin, qui est à la tête de la recherche de l'IA de Facebook aujourd'hui, et George Hinton aux États-Unis, à Toronto, hein, à l'Université de Toronto au Canada, qui découvre un algorithme qui théoriquement résout le problème.
Cet algorithme, il a un nom à coucher dehors, ça s'appelle rétropropagation du gradient de l'erreur. Mais vous allez voir, c'est simple. L'idée, elle est simple. L'idée, c'est, si je présente un chat, on va reprendre l'histoire du chat, à mon réseau, eh bien, mais que je n'ai pas réglé mes petits coefficients, eh bien, en sortie, j'aurai n'importe quoi. Maintenant, je sais ce que je veux reconnaître. Je veux reconnaître un chat. Donc, je peux faire la différence entre les signaux que j'ai en sortie, que j'obtiens, et la réponse que je souhaite obtenir. Et cette petite différence, ce petit delta, en fait, je vais le propager par petites parties de la sortie vers l'entrée. C'est pour ça le terme rétropropagation. En fait, c'est cette fois-ci de la sortie vers l'entrée pour corriger mes petits coefficients jusqu'à temps que j'obtienne le chat. Bien, ma bonne réponse. Et si je fais ça avec beaucoup d'images de chats, en prenant soin d'y aller doucement, parce que c'est un algorithme très capricieux, dès qu'on tourne la tête, il en profite pour faire autre chose, eh bien, on arrive à faire converger le réseau, cet algorithme d'apprentissage, et finalement, au bout du compte, quand on présente une image de chat, il dit « je reconnais un chat ». Hurrah! Encore mieux, si on met un chat qu'on n'avait pas utilisé pendant la partie d'apprentissage, eh bien, il va le reconnaître aussi. Il va dire « c'est un chat » avec telle probabilité. Donc très intéressant. Mais vous voyez, on est en 1985. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en parle pas à cette époque-là? Eh bien parce qu'en pratique, je vous l'ai dit, cet algorithme est hyper capricieux. Et on a énormément de mal à le mettre en pratique. Théoriquement, on sait comment ça fonctionne. En pratique, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire marcher sur des applications compliquées. Alors, il y a quelques petites applications comme la reconnaissance de caractères manuscrits, mais, et encore, sur les lettres, on est obligé de mettre un cadre, hein, sinon ça ne marche pas. Mais sur des applications complexes, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et il faut attendre en fait la moitié des années 2010 pour sortir de cette ornière empirique. Hein. Donc là, vous voyez, lors d'un espèce d'un concours hein, de reconnaissance d'images, où il était encore question de chat, hein, eh bien, on voit qu'avant 2012, eh bien, on obtient des taux de reconnaissance qui sont en gros relativement mauvais. Grosso modo, une fois sur deux, le truc se plante. Donc on ne peut pas construire des applications avec un truc qui, une fois sur deux, c'est un peu comme si on tirait au hasard. C'est un chat, non c'est un chien, non c'est une banane, une girafe, non, on ne reconnaît pas grand-chose. Et puis, vous voyez le petit point vert, en 2012, touc, il y a quelqu'un qui passe au-dessus de 80%. Ah, étrange. Et évidemment, les chercheurs regardent ce qui s'est passé. Et en fait, on va comprendre les conditions empiriques d'utilisation de l'algorithme de 1985 et la manière dont on le met en œuvre expérimentalement. Et ça va évidemment changer énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, je vous donne les deux raisons principales. Il y en a quelques autres plus techniques. Mais grosso modo, c'est on comprend qu'il faut beaucoup de données et que ça marche beaucoup mieux si on met beaucoup de données, mais alors vraiment beaucoup d'images de chats, des millions d'images de chats, plutôt que quelques images de chats bien remis au milieu, bien centrées, avec la bonne proportion pour qu'on soit sûr de les reconnaître. Il vaut mieux mettre beaucoup d'images de chats. Mais ok, mais ça nous pose un problème supplémentaire. C'est que déjà, c'est capricieux parce que c'est long à calculer. Donc, si on en rajoute des millions au lieu de quelques centaines, eh bien, on aggrave le problème. Mais quasiment dans le même temps, on s'aperçoit qu'on a une manne de calcul parfaitement adaptée, que sont les cartes graphiques des ordinateurs. Merci les joueurs de jeux vidéo. Hein? Pourquoi? Les cartes graphiques, ça travaille sur des images, ce sont des matrices de valeurs réelles, et ce n'est ni plus ni moins que ce que fait l'algorithme d'apprentissage. Il passe son temps finalement vous vous rappelez du petit neurone, hein, à faire des additions et des multiplications matricielles. On bidouille un petit peu je dis ça, je plaisante, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on bricole un petit peu l'utilisation de cette carte graphique et banco, on obtient des facteurs d'accélération qui sont phénoménaux. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça veut dire que les expérimentations, eh bien, on peut les faire beaucoup plus rapidement. Les labos peuvent se doter de cartes graphiques parce que ce ne sont pas des supercalculateurs. Et donc, on va apprendre très rapidement, en quelques années, les conditions expérimentales valables qui permettent de faire fonctionner cet algorithme de rétropropagation du gradient de l'erreur. Hein. Et donc, ça va nous permettre d'apprendre comment le mettre en œuvre, même sur des applications relativement complexes. Et ça va booster la recherche d'une façon extrêmement importante ces dernières années, jusqu'à ce climax donc de 2016,
où le pauvre Lycédol s'est fait aplatir. Alors, vous allez me dire, ok, on a battu au jeu de Go, mais finalement, dans la vie de tous les jours, le jeu de Go, ça ne sert pas à grand-chose. Quel est le challenge? Pourquoi on en parle tant? Eh bien, parce que ça ouvre finalement tout un ensemble d'applications qui nous étaient interdites jusqu'à présent. Pour, j'irais, réaliser le contrôle d'un système ou faire des prédictions sur un système, il faut modéliser le système. Ça marche bien si on est capable de modéliser, mais pour tout un ensemble de phénomènes complexes, on n'a pas ce modèle. Mon conducteur parisien, on n'a pas le modèle, donc c'est pas possible de le modéliser. Par contre, si on a les données, eh bien, on peut entraîner un réseau pour se comporter comme ce modèle. Et du coup, ça ouvre toutes ces possibilités. Et évidemment, on peut mettre un conducteur dans une voiture, mesurer en fonction des situations, le mettre dans beaucoup de situations, et à partir de là, entraîner un réseau pour qu'il se comporte de la manière la plus proche possible de ce conducteur. Donc, beaucoup d'applications, du coup, deviennent possibles dans un grand nombre de domaines. Hein. On fait des progrès, en particulier, je vous donne que quelques exemples là, en reconnaissance vocale. On a parlé des véhicules autonomes, mais tout ce qui roule, je dirais, vole ou navigue est sujet à ça. En robotique, dans le domaine de la santé, on pourra vous en reparler bien évidemment. Dans le domaine, alors les gros consommateurs, la banque et la finance, pour l'analyse des risques. Dans le marketing, parce que modéliser des clients, bah ça c'est un problème également. Hein. Modéliser un marché, c'est un phénomène complexe. Alors, est-ce qu'on a atteint la panacée? Non, hein, c'est 80%, cet algorithme et cette manière d'utiliser, ça représente à peu près 80% des applications et c'est sujet à un certain nombre de limitations. Je vais vous en lister très rapidement que quelques-unes. L'explicabilité. On a une boîte noire dans laquelle on a fait finalement des millions de paramètres. Alors, on sait finalement simuler, approcher le modèle d'un conducteur parisien, mais on ne sait toujours pas comment il se comporte. Hein. Donc, ça, c'est embêtant pour tout un ensemble d'applications où on veut que le système soit capable d'expliquer les décisions qu'il prend. Et pas simplement d'avoir les bonnes décisions. Il faut une expertise nécessaire. Hein. Ce sont des technologies qui restent. L'image d'Épinal selon laquelle le système va apprendre tout seul dans son petit coin, c'est faux. Hein. Il faut des spécialistes, sinon on ne s'en sort pas. Il y a des problèmes de biais. Ce n'est pas tant les algorithmes qui sont biaisés. Il faut faire très attention aux données qu'on utilise. Sinon, si les données ne sont pas pré-traitées et je dirais débiaisées d'une certaine manière, eh bien on va reproduire les biais de ces données et on va obtenir des systèmes racistes, sexistes, etc. assez facilement. Il y a encore quelques problèmes de sûreté. On peut les tromper assez facilement. Hein. Là, récemment, il y a un chercheur russe qui a montré un algorithme qui permet de dessiner des tatouages sur le visage. Donc, si vous voyez quelqu'un avec des tatouages dans un aéroport comme ça, ce n'est pas un Indien, c'est parce qu'il trompe les systèmes de reconnaissance faciaux. Hein. Donc, ça... Dénué de sens commun. Donc, ces algorithmes sont très puissants dans le monde des données, dans le monde fermé de leurs données, mais n'ont aucun accès au monde extérieur. Donc, on pourrait revenir. Effectivement, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas un ensemble de choses. Très puissants, mais dénués de choses relativement simples. Et enfin, on travaille beaucoup à l'heure actuelle sur des méthodes d'apprentissage un petit peu plus naturelles. Pourquoi on ne fonctionne pas du tout, nous, avec un algorithme de rétropropagation de l'erreur. Hein, c'est pas comme ça qu'on apprend. Il ne nous faut pas des millions d'images de chats pour reconnaître un chat. On en voit 3 et ça y est, on a compris, on sait le reconnaître. Je terminerai sur ce slide-là, qui juste pour pointer l'idée que finalement l'IA, elle est très puissante pour analyser des très très grands volumes d'informations, pour scorer, pour évaluer ces solutions et nous proposer celle qui a la plus grande probabilité. Mais comme je le disais, en dehors de ce monde de données, elle est incapable de faire autre chose. Ce sont des systèmes très spécialisés. À côté de ça, nous, on prend des décisions empathiques qui prennent en considération tout de suite et naturellement notre environnement et le contexte. Et donc, ce sont bien deux
intelligences complémentaires. On a besoin des deux pour affronter aujourd'hui les problèmes complexes auxquels on a à faire face. Donc je terminerai avec cette phrase qui est une de mes favorites. L'intelligence artificielle, ce n'est pas pour remplacer l'homme, c'est pour augmenter son intelligence. Merci.